Protège-nous, Seigneur, de la fureur des hommes du Nord. À partir du 8e siècle, les Vikings déferlent sur l'Europe, mettant à sac les cités, pillant les monastères et les églises. Partageant la même langue, la même religion et le même nom, les trois peuples scandinaves lancent leurs expéditions en direction des 4 points cardinaux. Les Suédois se tournent vers l'Est. Remontant les fleuves de Russie, ils atteignent les rivages de la mer Noire et même l'Asie centrale. Les Danois déferlent sur l'Ouest et le Sud. Ils se ruent sur l'Angleterre, la France et l'Espagne, poursuivant leur raid au travers de la Méditerranée. Les Norvégiens mettent le cap au nord et engagent leurs bateaux à l'ouest au cœur de l'océan, atteignant des contrées désertiques et le plus souvent inhabitées. Avec le temps, le mythe viking prend forme et l'histoire se transforme en légende. C'est ainsi que plus d'un millénaire après la fin de leur fulgurante expansion, la réputation du viking, guerrier cruel et navigateur intrépide, demeure intacte. Cette réputation n'est que partiellement justifiée. La plupart des voyages vikings étaient des voyages commerciaux et, dans le cas des Norvégiens, avaient pour raison d'être l'exploration et la colonisation de nouvelles terres. À Bergen, le Noronia, seul ferry reliant toute l'année la Norvège à l'Islande, s'apprête à affronter les fureurs de l'Atlantique Nord. Comment peut-on imaginer que des hommes aient eu un jour l'audace de se lancer dans l'inconnu, de naviguer sur ces mêmes eaux à bord de simples bateaux à voile et sans aucun instrument de navigation? Le premier homme qui est arrivé en Islande a dit qu'il avait emporté avec lui un corbeau. Et quand il arriva en haute mer, le corbeau s'envola, et suivant le vent en ligne droite vers le nord-ouest, il arriva jusqu'en Islande. C'est un peu comme l'histoire de la colombe tirée de la Bible, mais ça peut être la réalité. La plupart des navigations étaient des navigations côtières avec des repères terrestres. On a la description de la route à suivre pour aller de l'ouest de la Norvège jusqu'au Groenland. Vous partez de Bergen, vers le Grand Nord, jusqu'à un lieu appelé Arnart. Vous allez plein ouest, en suivant le soleil. Vous pouvez apercevoir les Shetland par temps clair. C'est votre premier repère. Puis les îles Féroé, c'est votre second repère. Ensuite, vous ne pouvez apercevoir l'Islande, mais vous pouvez voir les oiseaux de mer venir pêcher sur les bancs de poissons situés au sud de l'Islande. Puis vous continuez jusqu'au Groenland. 3 repères et vous traversez l'Atlantique. Cela n'est pas aussi simple. Face aux éléments déchaînés, combien de naufrages et combien de familles furent englouties par les eaux. En quittant Bergen et en essayant de retrouver le sillage d'Éric le Rouge, le plus célèbre des navigateurs vikings, c'est le destin de tout un peuple que nous allons tenter de comprendre depuis son entrée fracassante au IXe siècle dans l'histoire de la Norvège jusqu'à sa disparition mystérieuse 4 siècles plus tard sur les rivages glacés du Groenland. En attendant que notre ferry atteigne les Shetland et les îles Féroé, notre voyage dans le temps à la recherche des Vikings nous conduit tout d'abord dans le sud de la Norvège. On ne dispose que de peu d'éléments pour savoir qui étaient véritablement les Vikings. Ils ont laissé peu de traces, aucun écrit, aucune image. Seuls les objets retrouvés au cours de travaux archéologiques parlent en leur nom. À quelques dizaines de kilomètres au sud d'Oslo, à Koppang, nous retrouvons Un Pedersen, archéologue. Elle a participé aux fouilles de cette ancienne cité viking. Devant nous se trouvait la plus ancienne cité viking de Norvège. Elle abritait toute une population d'artisans et de commerçants. Et si nous continuons sur cette falaise, nous voyons devant nous la mer. Autrefois, les vagues arrivaient jusqu'au pied de la falaise parce que le niveau de la mer était plus élevé, environ 3 mètres de plus qu'aujourd'hui. Ici, il y avait donc une baie. De l'autre côté de cette baie se trouvaient les maisons. Toutes ces maisons, une centaine environ, étaient alignées sur des terrains donnant sur la mer.
Det vi fant ut her jo det at man har et bysamfunn da. À l'arrière de chaque maison, il y avait un puits. On pouvait y tirer de l'eau de source. De l'autre côté se trouvaient les quais pour les bateaux. C'est là qu'ils accostaient ou repartaient, que l'on chargeait et déchargeait les marchandises. Il y avait ici une intense activité commerciale. Difficile d'imaginer l'agitation qui régnait sur les quais de Koh Pang. Le temps a fait son œuvre. Il ne reste plus que l'esquisse d'une empreinte de barque en bois dans le sol et des tombes en pierre rudimentaires. Les fouilles entreprises ici ne sont pourtant pas restées infructueuses. Sans parler des armes et des bijoux, les plus belles pièces conservées dans un musée d'Oslo, Unn Pedersen a mis à jour un grand nombre de petits objets qui, dans leur simplicité, révèlent toute la richesse et la diversité de l'activité commerciale qui régnait ici, à Koh Pang. Ceci est un fragment de poterie originaire de la région du Rhin. C'est caractéristique des grandes poteries. Probablement qu'elles servaient à transporter du vin que l'on apportait à Koh Pang. Il y a aussi des perles qui viennent de la Méditerranée ou d'Asie centrale. Ici, une autre perle de la Méditerranée qui a sans doute été fabriquée à Byzance. La géographie du pays, avec ses milliers de kilomètres de côtes entrecoupées de fjords protecteurs, explique en partie l'émergence de la société viking et la permanence de la tradition maritime du nord au sud de la Norvège. À l'image d'Oslo, la capitale, c'est à l'abri des fjords que s'installent et se développent les premiers établissements vikings. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, dans le fjord d'Oslo, des agriculteurs découvrent par hasard, d'abord à Gokstad et à Thun, puis à Osberg, les restes de bateaux funéraires. Comme cela était parfois le cas, on plaçait les personnages importants à l'intérieur des bateaux que l'on recouvrait ensuite d'un tumulus de terre. Transportés à Oslo, ces bateaux sont aujourd'hui réunis au musée des bateaux vikings. Leurs lignes sont si harmonieuses, si pures, si modernes, qu'on en oublierait presque qu'elles ont été dessinées il y a plus de 1000 ans. Gokstad et Thun étaient des tombes d'hommes, mais la tombe d'Osberg était une tombe de femmes. On y a trouvé le squelette de 2 femmes, et ce fut la tombe la plus abondamment dotée que l'on ait jamais découverte. Elle était riche d'enseignements sur le rang de la femme qui y fut enterrée. Grâce à elle, on a beaucoup appris sur la situation des femmes dans la société viking. La société viking était païenne et au cours des cérémonies funéraires, on plaçait des instruments pour accompagner la vie dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle on trouve dans les tombes des bijoux, des instruments de cuisine pour les femmes, des armes et des outils pour les hommes. Et en ce qui concerne les objets présentés dans ce musée, les conditions de conservation dans le sol ont été tellement bonnes que l'on a même trouvé des morceaux de cuir, de tissu et de bois. À côté d'ustensiles domestiques très simples, certains objets retrouvés dans les bateaux témoignent d'un raffinement insoupçonné et d'une inspiration mettant en scène d'étranges créatures et des animaux fantasmagoriques.
Les têtes de dragon, qui étaient portées au bout de manches en bois lors de processions religieuses, font penser à ces figures de proue qui ornaient les dracars pour les protéger des esprits maléfiques de la mer. C'est probablement à bord d'un bateau plus simple, un Knorr, que Thorvald quitte un jour la vallée de Jadar, au sud de la Norvège, écrivant sans le savoir la première page d'une incroyable aventure, plus connue comme la saga d'Éric le Rouge. Un homme s'appelait Thorvald. Il était fils d'Asvald, fils d'Ulf, fils de Thori Robeux. Son fils s'appelait Éric le Rouge. S'étant rendu coupable de meurtre, le père et le fils quittèrent Jadar pour l'Islande, qu'ils vinrent coloniser. Poussé par les vents, le bateau de Thorvald file droit vers le nord-ouest. Après 3 jours de navigation et une escale aux Shetland, il poursuit vers le nord et aborde les îles Féroé, plus connues à cette époque comme les îles des moutons. Un bref arrêt aux îles Shetland durant la nuit et au petit matin, le Noronia est taqué à Tórshavn, la principale ville des Féroé. Les Vikings colonisent ce petit archipel au début du IXe siècle. Ils sont essentiellement fermiers et agriculteurs, ce qui fait dire aujourd'hui aux habitants de l'île, pêcheurs réputés et recherchés dans tout l'Atlantique Nord, que si les Vikings se sont arrêtés ici, c'est parce qu'ils avaient le mal de mer. L'escale est de courte durée, le temps d'embarquer quelques passagers et le Noronia reprend la mer en direction de l'Islande. Cette ligne est la seule à desservir le nord. C'est le seul ferry qui navigue dans cette région. Il relie tous les pays de la Scandinavie, et même tous les pays situés plus au nord, comme l'Islande, les îles Féroé et le Groenland. Grâce à lui, ils sont tous ainsi reliés. Peut-être un peu moins le Groenland parce que c'est vraiment loin, mais pas de problème pour l'Islande, les îles Féroé et les Shetland, la Norvège et le Danemark. Ces montagnes surgies du fond de l'océan dégagent une puissance incroyable. Une force poétique semblable à celle qui émane de l'Edda de Snorri Sturluson, un récit du XIIIe siècle qui raconte la création du monde. Les fils de Bor ont tué le géant Ymir et l'ont porté jusqu'au milieu de l'abîme sans fond de Ginnungagap. Et c'est ainsi qu'est née la terre. De son sang, ils ont fait la mer et les lacs, de sa chair la terre et de ses eaux des montagnes. Quant aux rocs et aux pierres, ils les ont fait à partir de ses dents, de ses mâchoires et des éclats de ses os brisés. Du sang qui s'écoulait sans relâche de ses blessures, ils ont créé l'océan dont ils ont fait une ceinture autour de la terre.
Après une nouvelle nuit de navigation, nous arrivons en vue de l'Islande. C'est par l'est, poussé par les courants dominants, que les Knorr des premiers colons norvégiens abordent l'île à la fin du IXe siècle. Avant même de mettre un pied à terre, ils lancent, selon la tradition, leur Instafar, un grand pilier de bois provenant de leur maison abandonnée en Norvège et qu'ils utilisent comme siège pendant le voyage. C'est l'endroit où ils échouent, poussés par les vagues, qui indique l'emplacement de leur nouveau foyer. C'est donc ainsi, comme le veut la tradition, que procède Thorvald quand il atteint à son tour l'Islande dans la seconde moitié du Xe siècle. Tout concourt à faire de l'Islande une terre d'aventure. Non seulement pour le clan de Thorvald et d'Éric le Rouge, mais pour les centaines de nouveaux colons qui, à leur suite, abordent ce pays désert et glacé. Ces hommes courageux qui ont survécu au péril de l'océan finissent par se sentir chez eux dans ce pays battu par les vents et secoué par les volcans. Pour ces païens que sont les Vikings d'alors, la force du vent, le vacarme des torrents et des cascades, autant que l'éclat des étoiles ou la puissance des courants marins qui les ont conduits jusque sur cette terre d'Islande, toutes ces manifestations de la nature ne sont que l'expression de forces divines et mystérieuses. Que ce soit au centre de l'île, là où grondent les puissantes chutes de Gullfoss, ou bien sur les rivages, le peuplement se développe et la vie s'organise. Tous les émigrants ne sont pas des bannis comme Thorvald. Certains ont quitté la Norvège devenue surpeuplée au regard des terres cultivables. Et puis, il y a ces fils de rois ou de nobles, dont parlent les sagas et qui arrivent en Islande, victimes de la loi viking qui veut que seul l'aîné reçoive l'héritage. Véritable chanson de geste des peuples du Nord, que racontent réellement les sagas sur les Vikings venus s'installer en Islande au Xe siècle? Les sagas, ce sont des récits écrits ou oraux qui racontent l'histoire d'un homme ou d'une famille venue de Norvège et qui s'établit en Islande. Le principal protagoniste de la saga est le plus souvent un héros, ou encore le fils d'un fermier parti à l'étranger pour essayer d'acquérir un savoir auprès de la cour d'un roi norvégien ou danois, et qui revient comme un homme ayant une responsabilité dans la société. Les sagas sont en fait des documents nés de l'imagination. Mais parfois, l'imagination peut recouvrir une sorte de réalité selon la façon dont vous l'abordez. Elles sont une sorte de description de la vie au Xe siècle. Mais il se peut qu'elles reflètent aussi une image du XIIIe siècle. Donc nous ne savons pas ce qui est vrai, ce qu'était notre vie ici. Mais ce que l'on apprend des sagas, c'est juste une description d'une société qui a réellement existé, soit au XIIIe siècle, soit au Xe.
Ici encore, comme en Norvège, seule l'archéologie est en mesure de fournir des réponses à nos questions. Rendons-nous donc à Thingvellir, au centre de l'île. Entouré d'une équipe de jeunes archéologues, Adolf supervise un chantier de fouilles sur le site historique de Thingvellir. C'est ici, à partir de 930, que se réunit en effet l'Althing, le Parlement viking. En tant que scientifique, quel crédit accorde-t-il aux sagas? Dès le début des recherches archéologiques en Islande, il y avait un débat sur l'historicité des sagas et leur rôle dans l'archéologie. L'archéologie en Islande doit son origine à l'intérêt romantique pour les sagas. Au début, les archéologues travaillaient surtout sur les sites dont ils avaient connu l'existence et s'étaient inspirés des sagas. En réalité, c'est un vieux débat qui ne s'achèvera peut-être jamais. Aujourd'hui, les spécialistes sont beaucoup plus prudents vis-à-vis des sagas. Mais il ne faut pas les ignorer ou les écarter pour autant. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire nos recherches en se servant de cette matière ancestrale, parce que nous y trouverons une source importante de renseignements sur la société médiévale. Pour répondre aux récits romancés des sagas, pour savoir qui étaient les Vikings et comment ils vivaient, la seule réponse, comme à Koppang en Norvège, demeure donc l'archéologie. En s'inspirant de la mise à jour de quelques murets de pierre et de tourbes, on a effectué à l'intention des profanes de fidèles reconstitutions de l'habitat viking. Moins scientifique, mais plus amusant, un village viking a vu le jour à Hafnarfjordur, près de Reykjavik. Tous les 2 ans, des centaines de vikings venus de tous les coins de la Scandinavie s'y retrouvent pour un grand festival. C'est au bord de cette baie, où se situe aujourd'hui Reykjavik, qu'Éric le Rouge vient s'installer à la mort de Thorvald, son père. Éric se marie et son épouse lui donne un fils, Leifr, le futur découvreur de l'Amérique, dont la statue se dresse devant la surprenante église de basalte, l'un des symboles de la ville. Le port, habituellement si actif, est étonnamment désert et les bateaux de pêche immobiles sont alignés comme à la parade. Nous sommes le 17 juin. C'est le jour de la fête nationale qui commémore la fondation de la République en 1944. Jusqu'à cette date, l'Islande était une possession du royaume du Danemark. Ces fils de vikings, qui possèdent aujourd'hui l'un des niveaux de vie les plus élevés d'Europe, célèbrent l'événement en toute simplicité. C'est sur le site historique de Thingvellir que se déroulèrent les cérémonies instituant la République d'Islande.
C'est au Lögberg, à l'endroit même où le Parlement viking proclamait ses lois devant une foule considérable malgré la pluie, que fut signé l'acte fondateur de la République et que Svein Björnsson en devint le premier président. Þingvellir incarne l'Islande. Ce n'est sans doute pas seulement parce que le site de Þingvellir est grandiose que les Vikings ont choisi d'en faire l'épicentre de leur société. Ils ont dû sentir que de ce canyon émanaient de puissantes forces telluriques. Þingvellir se trouve à l'endroit précis où la plaque du continent européen se détache de la plaque du continent américain. Est-ce pour ressentir lui aussi ces forces que Birgir, parlementaire, vient souvent à Þingvellir? Ici, il n'y avait pas de monarque, pas de roi, mais 39 chefs locaux qui avaient tous le même rang. Ensemble, ils décidaient du contenu des lois et désignaient les gens chargés de les appliquer. Mais il n'y avait pas de responsable national, pas de monarque, pas de roi. Il est probable que Thorvald, et plus tard Éric le Rouge, aient participé comme tous les chefs vikings aux réunions de l'Althing. L'endroit était rempli de gens qui arrivaient de tout le pays, des milliers de personnes qui se rassemblaient pendant 2 semaines à la fin du mois de juin. Les gens venaient ici, soit pour faire du commerce, pour se rencontrer, se raconter des histoires, mais aussi pour édicter de nouvelles lois. Éric a le même caractère impulsif et coléreux que son père. Comme lui, il commet un crime et comme lui, il est condamné par l'Althing à être banni pour 3 ans. Le bannissement était l'un des moyens dont disposaient les gens à cette époque-là pour faire respecter les lois. Nous n'avons pas de données pour savoir si c'était courant et combien de gens ont été bannis. Nous parlons d'une époque sur laquelle il y a très peu de textes. Il est fort probable que ces jugements aient eu lieu ici, à Þingvellir. C'était un jugement très dur. Le condamné était forcé de partir à l'étranger pour 3 ans. Mais le bannissement, d'une certaine façon, était une méthode qui préservait la paix. Une sanction mesurée, faite pour éviter que les gens ne cherchent à régler eux-mêmes les conflits les plus graves. Une nouvelle fois, Éric doit reprendre la mer. Après avoir rassemblé sa famille et quelques amis, aménagé un nouveau Knorr, il quitte l'Islande. Mais pour aller où? Pas question de revenir en arrière, de rallier les îles Féroé ou l'Écosse, encore moins la Norvège. Alors, il fait donc le grand saut dans l'inconnu. Il met le cap au nord-ouest. Guidé par les courants, il atteint après 4 jours de navigation une nouvelle terre qu'il appellera le Groenland. Vu du ciel, le Groenland apparaît comme une immense étendue de glace. Longue de 2400 km, c'est la plus importante de l'hémisphère nord. Comment Éric le Rouge a-t-il pu lui donner le nom de Groenland, la terre verte? Aucune ligne maritime ne reliant l'Islande au Groenland, c'est en avion que nous avons dû rejoindre le sud du pays pour tenter de retrouver la piste d'Éric le Rouge et des Vikings. C'est l'été au Groenland.
Entre l'an 1000 et 1500, le pays a connu une période de refroidissement progressif. Par un effet de pendule, le phénomène s'inverse entre 1500 et l'an 2000. Pour cette raison, notre été ressemble exactement à celui que découvrit Eric en arrivant ici. Pendant l'été, les fjords du sud sont envahis par les icebergs. Sous l'effet de la chaleur, la banquise située plus au nord se fracture et libère de grandes quantités d'icebergs. Poussés par les courants, ils dérivent alors vers le sud du pays. En compagnie de Salik, notre guide inuit, nous remontons le fjord qui conduit à Brattahlid. C'est à cet endroit qu'Éric le Rouge serait arrivé et aurait fondé sa colonie. Contrairement à la première impression, due à la présence des nombreux icebergs, le vert des pâturages qui bordent le fjord donne raison à Éric. Ce pays mérite bien son nom de Greenland. Éric le Rouge vécut ici, au Groenland, durant 3 ans, après avoir été banni d'Islande où il avait tué des gens. Après la découverte de cette terre, il retourna en Islande et parla de cette incroyable terre verte. En Islande, il y avait beaucoup trop de gens pour peu de bonnes terres agricoles. L'envie était donc très forte chez nombre de colons de posséder de nouvelles terres. Il fut donc facile à Éric le Rouge de les convaincre de partir pour ces nouvelles terres étonnantes. 27 bateaux partirent donc pour le Groenland, mais seulement 13 touchèrent au but. À cette époque, ils utilisaient des bateaux vikings ouverts, dotés de voiles. Ils apportaient tout avec eux. Des cochons, des moutons, des chevaux, des vaches, des chats, et tout un tas de meubles et d'outils dont ils auraient besoin pour commencer une nouvelle colonie. À Brattahlid, les nouveaux colons bâtissent leurs maisons. Elles sont conformes aux principes et aux plans établis depuis des siècles dans la Scandinavie de leurs ancêtres. Comme en Islande, il n'y a pas d'arbres au Groenland. Les Vikings doivent donc se contenter du bois emporté avec eux, ou bien des troncs et des branches qui s'échouent sur le rivage. La structure de la communauté culturelle était la même en Islande qu'au Groenland. Il s'agissait d'un système politique avec un chef, Éric le Rouge, et son fils Leif Eriksson. Mais plus tard, le système politique évolua. Le chef perdit le pouvoir au profit du Sink, c'est-à-dire le Parlement. À bord du bateau de pêche qui nous a conduits jusqu'à Brattahlid, nous redescendons l'Erikfjord en direction de Narsak, l'une des principales villes du Sud-Groenland. Les Groenlandais sont les descendants de ces peuples venus d'Asie il y a près de 4500 ans. Autonome depuis le 1er mai 1979, le Groenland possède son propre drapeau marqué d'un cercle rouge et blanc. Il flotte lors des cérémonies à côté du drapeau danois. Nous sommes le 21 juin. C'est le jour le plus long de l'année
C'est aussi celui que les Groenlandais ont choisi pour célébrer leur fête nationale. Bien après l'introduction du christianisme aux environs de l'an 1000, les Inuits ont continué à pratiquer les rites chamaniques et croyaient en une multitude de dieux incarnant les esprits. La christianisation ne s'est achevée qu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la majorité des 60 000 Groenlandais est protestante. Le Groenland est aujourd'hui à l'évidence un pays à l'identité inuite très affirmée. Les quelques milliers de Blancs qui vivent sur la côte ouest sont originaires pour l'essentiel du Danemark. Mais que sont donc devenus les descendants d'Éric le Rouge? Ont-ils coexisté avec les Inuits? L'une des réponses se trouve à 2 heures de Narsaq par bateau rapide. Il n'y a pas de route au Groenland. La seule façon de se rendre d'une ville à l'autre, c'est le bateau. En dehors des express côtiers qui relient selon des horaires fixes les villes de la côte, on peut aussi prendre un taxi. Mais l'un comme l'autre sont tributaires de l'état de la route. Encore fermé par les glaces, quelques heures avant notre départ, le passage s'est miraculeusement débloqué. Nous arrivons à Rarortok. Avec Narsaq, c'est l'autre grande ville du Sud-Groenland. 3500 habitants, dont la majorité travaille dans l'élevage ou la pêche. Rarortok fut fondé en 1775 pour évangéliser la population locale. Mais dès 1721, un Norvégien, Hans Egede, débarqua ici dans le but de rechercher les traces des Vikings. Il ne les trouva jamais. Pourtant, à la suite d'Éric le Rouge, de nombreux colons islandais s'implantèrent dans le sud du Groenland. Nous sommes sur le site de Rarotokele, devant les vestiges de l'église viking de Valse, vikings qui arrivèrent au Groenland aux environs de l'an 1000.
De toutes les constructions réalisées par les Vikings à cette époque, c'est la plus importante. Elle a toujours été le centre le plus actif pour tous les Vikings catholiques du Groenland. Comme vous pouvez le voir, il y a tout autour un grand nombre d'autres ruines, environ une quinzaine. Plus de 200 colonies étaient réparties dans la région, et le nombre des Vikings qui y vivaient à cette époque est estimé à plus de 2000. Le premier homme qui vint ici n'était pas religieux. Il n'était pas chrétien, mais 15 ans plus tard, ils bâtirent cette église car les Vikings avaient introduit le catholicisme dans le sud du Groenland. Ils faisaient de grandes célébrations à l'occasion des mariages ou de l'arrivée de nouveaux colons. Le dernier mariage dont on ait gardé le souvenir s'est déroulé en 1409. Les gens pensent que ce mariage eut lieu entre un Viking et une Inuit, parce que normalement, lorsque deux personnes se marient, leur union est documentée. Mais on n'a que très peu d'informations sur cette femme, seulement son nom et qu'elle était présente. C'est pour cela que, d'après les sagas, il s'agissait du mariage entre une Inuit et un Viking. Si l'église de Valsø est l'ultime vestige de la présence viking au Groenland, à Brattahlid, où débarqua Éric le Rouge, on aurait mis à jour les ruines de la première église du pays. Une église financée selon les sagas par la propre femme de Leif Eriksson, le fils d'Éric le Rouge. La vie à Brattahlid ne semble pas convenir au tempérament de Leif. Le travail de paysan n'est pas fait pour lui. Il décide de reprendre la mer. À l'inverse de son père et de son grand-père Thorvald, il n'a commis aucun crime. S'il part, ce n'est pas parce qu'il est banni, mais simplement parce qu'il rêve de vivre de nouvelles aventures et peut-être de découvrir de nouvelles terres. Un homme appelé Björn Eriksson allait au Groenland. Il fut dévié par les vents et aperçut une terre encore plus à l'ouest. À son arrivée au Groenland, il en parla. Et Leif Eriksson s'empressa d'acheter un bateau pour aller découvrir l'Amérique. Ici, à cet endroit même, il demanda à son père, le vieil Éric le Rouge, de l'accompagner. Éric lui répondit qu'il aimerait bien. Il descendit à cheval vers la plage, mais il en tomba et se brisa la clavicule. Il pensa que c'était un signe et décida de rester, et Leif repartit seul pour cette aventure. Accompagné de 35 hommes, Leif quitte le Groenland et comme il est écrit dans les sagas, Leif mit le cap au large et il resta en mer bien longtemps et rencontra des terres dont il n'avait pas jusqu'alors soupçonné l'existence. Leif vient de découvrir l'Amérique qu'il nomme le Vinland. Les conflits permanents avec les Amérindiens dissuadent les Vikings de s'implanter durablement au Vinland, c'est-à-dire à Terre-Neuve. Autour de 1020, ils quittent définitivement le Nouveau Monde et reviennent au Groenland. Malgré la présence d'une toute petite origine viking dans le patrimoine génétique des Groenlandais, les jeunes de Rarortok ou de Narsak se sentent bien plus concernés par la mode vestimentaire venue de New York ou de Copenhague que par les exploits d'Éric le Rouge ou de Leif Eriksson. On leur pardonne volontiers. L'Alera Ituk, bateau régional, quitte Rarortok et prend la direction de Narsak.
La mer est calme et les glaces qui dérivent ne semblent pas bloquer le passage. Le navire avance avec prudence. À certains moments, il est presque à l'arrêt. Sur le radar, les glaces dérivantes semblent cerner le bateau. La zone délicate est maintenant dépassée. Nous reprenons de la vitesse. Dans moins d'une heure, nous serons à Narsak, juste à temps pour participer au grand pique-nique organisé chaque 21 juin à l'occasion de la fête nationale. Alors, full milliard jinni anak siya. Le refroidissement progressif du Groenland à partir de l'an 1000 décime le cheptel et détourne peu à peu les Vikings de l'élevage. Alors qu'au début la cohabitation se déroule bien avec les Inuits, la recherche de nourriture pousse les Vikings vers la chasse et la pêche. Et des conflits finissent par éclater. Les Inuits vivaient de la mer, alors que les Vikings étaient des fermiers. Mais vers la fin, ils devinrent incapables de vivre uniquement de la terre, parce qu'ils étaient devenus trop nombreux. Il est important de se souvenir qu'ils n'ont pas réussi à adapter leur mode de vie, parce qu'ils étaient incapables de pêcher la quantité de poissons dont ils avaient besoin pour vivre. Ils utilisaient de simples filets, alors que les Esquimaux, qui étaient de grands chasseurs, utilisaient des harpons. Les Vikings ne savaient pas chasser ainsi. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle les Vikings ont disparu.
5 siècles après la disparition des derniers descendants d'Éric le Rouge, le Groenland a retrouvé la douceur de l'an 1000. Île mythique recouverte de glaces immaculées et de vertes prairies, terre promise pour les intrépides navigateurs vikings, le Groenland semble redevenu aujourd'hui un havre de paix perdu au milieu de l'Atlantique, à mi-chemin de la vieille Europe, d'où partit Thorvald, le père d'Éric le Rouge, et de l'Amérique, que découvrit 5 siècles avant Christophe Colomb, son fils, Leif Erikson. Soklan na paniuto, Bisuhan.